Bonjour à tous, Emmanuel Macron est-il fou? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo et nous allons également répondre à trois autres questions. Macron mérite-t-il d'être jugé pour haute trahison? Deuxième question. Macron est-il un agent étranger? Troisième question. Et Macron peut-il être assassiné? Quatrième question. On va commencer par la première question. Macron est-il fou? Alors, la question se pose, et comme toutes questions qui peuvent sembler au premier abord un petit peu farfelues, elles ne le sont pas autant qu'elles peuvent le paraître de premier abord. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on entend une fois qui peuvent un peu prêter à ricaner, à rigoler. Et finalement, avec le temps, on s'aperçoit que la question n'est pas forcément si farfelue que ça, et que finalement, des choses qui paraissaient complètement absurdes, complètement grotesques initialement, s'avèrent être justes. Alors ce sont souvent ceux qu'on appelle les complotistes. Il y a dans ceux qu'on appelle les complotistes de réels complotistes, mais il y a également dans ceux qu'on appelle les complotistes, en réalité des gens qui avaient raison peut-être 10, 15 ans avant, et avec le temps, on s'aperçoit qu'ils avaient raison. Donc sur cette question, Macron est-il fou? C'est une question qu'on entend depuis un certain temps, il y a eu pas mal de théories sur le sujet, avec des gens plus ou moins farfelus, mais aussi des gens qui sont sincèrement intelligents et calibrés intellectuellement, ce que je pense être, et qui s'interrogent réellement à savoir s'il n'a pas un problème psychiatrique. Donc c'est une question qui revient régulièrement, et je vais vous donner mon sentiment sur le sujet. Alors, avec Macron, il y a pour moi plusieurs potentiellement pathologies, et principalement deux pathologies sur lesquelles je veux insister, qui sont d'une part une volonté de toute puissance qui frise, pour ne pas dire plus, la pathologie mentale, et d'autre part une haine de l'être humain, une haine de son prochain, qui là aussi frise, voire plus, la pathologie mentale. Donc c'est sur ces deux aspects, à mon sens, qu'on peut vraiment se demander si Emmanuel Macron n'est pas psychiatriquement atteint de maladie mentale. Alors, premier aspect, la volonté de toute puissance. On le voit depuis le départ, cet homme est quand même assez inquiétant par sa volonté d'être l'homme tout-puissant, de vouloir tout diriger. On le voit dans toutes ses décisions, dans toutes ses attitudes, dans son comportement au quotidien. Il fait systématiquement que ce qu'il a envie, il ne tient jamais compte de la vie des autres, et au-delà de ça, et même plus loin que ça, on sent chez lui un réel plaisir quand il fait l'inverse de ce qu'on attend de lui, quand il fait l'inverse de ce qu'on lui dit. On sent qu'il a une prise de plaisir totale dans ces moments-là. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut être le tout-puissant. Ça se ressent à 100%, et à un point tellement important que ça en devient pathologique. Parce que tout le monde a une volonté de puissance, absolument tout le monde. Mais chez lui, c'est un tel niveau que, très sincèrement, la question se pose, très sincèrement, de savoir s'il n'y a pas une pathologie profonde chez lui. Je dirais qu'au commencement, il y avait Brigitte. Au commencement, il y avait Brigitte. Cette affaire de Brigitte Macron est quelque chose d'absolument capital, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, et c'est un sujet majeur. En réalité, au commencement, il y avait Brigitte, parce que il faut s'imaginer ce que c'est qu'un adolescent dans les années 90 qui veut... alors, on n'est pas seulement avec quelqu'un qui veut sortir avec sa prof, ou qui veut, excusez-moi l'expression, baiser sa prof. On est avec quelqu'un qui se met en tête
d'aller se mettre en couple avec sa prof et ce faisant de briser un couple, puisque pour se mettre en couple avec Brigitte, il a fallu qu'il brise un couple et un mariage, en l'occurrence celui de Brigitte avec son mari. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable, adolescent, de se mettre ça en tête, de s'imaginer qu'on va pouvoir aller sortir avec sa professeure, briser son mariage, briser un couple, pour lui-même remplacer son mari. Enfin, c'est un truc incroyablement pathologique. Et ça a des conséquences sur toute sa vie, parce que à partir du moment, c'est pour moi en quelque sorte le péché originel, à partir du moment où il va sortir avec Brigitte et être en couple avec elle et avoir ce qu'il veut, c'est la victoire originelle, il va derrière ne plus supporter pendant toute sa vie la moindre contradiction, la moindre opposition, la moindre contradiction. Il va falloir qu'il ait tout ce qu'il veut, comme un enfant, un petit enfant. On le voit, hein, les enfants qui vont faire une scène, qui vont ne pas supporter la moindre contradiction. Emmanuel Macron, il est complètement dans cet état d'esprit et dans ce genre de comportement, à un point complètement pathologique, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais grandi, en fait. Emmanuel Macron, c'est resté un petit enfant qui ne supporte pas la moindre contradiction. Ensuite, il y a chez Emmanuel Macron une haine et une méchanceté qui est pathologique. Là aussi, toute personne peut ressentir parfois de la haine envers autrui, toute personne peut parfois avoir de la méchanceté envers autrui, mais souvent, quand ça arrive, derrière, tu te calmes, tu changes d'avis, ou c'est à l'égard que de certaines personnes. Chez Emmanuel Macron, c'est avec une puissance, une force et une constance qui font qu'on bascule dans quelque chose de pathologique. Cette haine d'autrui, cette haine des autres, cette détestation de l'être humain, elle est vraie aussi bien avec ses proches qu'avec les Français. Alors, avec ses proches, c'est quelqu'un, ses biographes l'ont dit, qui n'a absolument aucun ami. Emmanuel Macron, on ne lui connaît pas un seul ami. C'est quelqu'un qui n'a aucun ami. C'est quelqu'un qui, en politique, n'a réussi à lier de relations solides et de confiance, et même peut-être amicales, avec absolument aucun autre homme politique. Ce qui est très rare. Quand tu vois tous les anciens présidents, les anciens premiers ministres qui ont marqué le pays, etc., ils avaient tous ce qu'on appelle des lieutenants, des hommes de confiance. Quand tu prends Sarkozy, il avait lié des relations d'amitié fortes avec des gens comme Brice Hortefeux, avec des gens comme Balkany. Voilà. Macron, on lui en connaît aucun. C'est quelqu'un qui n'a pas de relation, même en politique, de confiance, parce qu'il est dans la haine constante de l'autre. Il déteste les gens. Macron, on le voit, hein, il déteste les gens. À un point pathologique. Il déteste également, et à un point là aussi pathologique, les Français. On le voit dans la façon dont il méprise les gens, à la façon dont il prend les Français pour des cons, pour des bœufs, à un point là aussi qui est où on peut se demander s'il n'y a pas un problème mental. Enfin, quand vous détestez à ce point les autres, et quand vous êtes en même temps dans une volonté, je l'ai dit en premier point, de toute puissance au point où il en est Macron, se pose la question de savoir s'il n'y a pas une pathologie. Alors, à la question est-il fou, je vais répondre que non. Je ne pense pas qu'il soit cliniquement, psychiatriquement, qu'on puisse le qualifier de fou, mais on peut assez facilement dire qu'il a des problèmes psychiatriques. Encore une fois, cette volonté de toute puissance qui bascule dans une perversité et un narcissisme
absolue. Voilà. Et donc, quand vous êtes à ce point narcissique, quand vous êtes à ce point dans une volonté de perversité et que vous détestez les êtres humains comme lui, il y a quand même, pour moi, une question de psychiatrie qui doit être posée et diagnostiquée. Alors maintenant, on va se demander si Emmanuel Macron mérite... Alors, excusez-moi. Est-ce qu'Emmanuel Macron... Pardon. Est-ce qu'Emmanuel Macron mérite une condamnation pénale, doit être emprisonné la peine capitale pour haute trahison? On va répondre à cette question. Est-ce qu'il risque la prison après son mandat? Alors, en l'état actuel du droit, tant qu'il est président, il bénéficie d'une immunité présidentielle et il ne peut pas être inquiété. En revanche, une fois qu'il ne sera plus président, donc en 2027, puisqu'il ne démissionnera pas avant, il peut être inquiété pour haute trahison. Alors ça ne s'appelle plus haute trahison, ça s'appelait auparavant haute trahison. Désormais, alors je n'ai peut-être pas exactement les bons termes, je crois que ça s'appelle... on peut être inquiété lorsque l'on a porté atteinte aux intérêts fondamentaux du pays. Je crois que c'est ça la définition. Voilà, porter atteinte aux intérêts fondamentaux du pays. Donc, pour simplifier, je vais dire haute trahison parce que c'est la même chose, sauf que c'est les termes juridiques qui diffèrent. Alors, a-t-il porté atteinte aux intérêts fondamentaux du pays? Bon, là je pense que la réponse elle est claire, elle est évidente et elle est très largement positive. Et on va prendre point par point. Quels sont les intérêts vitaux du pays? Pour moi, les intérêts vitaux du pays, ils sont les suivants. Ils sont tout d'abord la souveraineté économique du pays. La souveraineté économique du pays. Ils sont ensuite la souveraineté même du pays, au-delà de la souveraineté économique. Alors on a tout d'abord, je m'embrouille un peu, on a tout d'abord l'aspect économique. On a ensuite la souveraineté, deuxième point. On a troisième point, l'alimentation. Est-ce qu'on arrive à nourrir ces gens? On a quatrième point, l'armée. Et on a cinquième point, la santé. Voilà. Une fois que l'on maîtrise ces 5 points, je dirais que les intérêts fondamentaux du pays sont maîtrisés. Économie, souveraineté, santé, alimentation et armée. Et on va le voir sur ces 5 points, il a failli, sur ces 5 points, on peut aller l'inquiéter. Donc, un seul point suffirait. Et là, il y a 5 points majeurs. Sur les 5 points majeurs du pays, il est attaquable et on peut aller devant une cour pénale, une fois qu'il ne sera plus président, saisir une cour pénale pour essayer de l'attaquer. Alors, ce n'est pas une hypothèse farfelue, une hypothèse d'école, parce que on le voit aujourd'hui dans la politique actuelle, dans tous les pays, et notamment en France, les problèmes politiques se règlent devant des cours pénales. On l'a vu récemment avec Sarkozy, un peu plus tôt avec Marine Le Pen, qu'on essaye de mettre en prison pour pas qu'elle se présente à la présidence de la République. On l'a vu à l'étranger, aux États-Unis, Trump, on a essayé de l'inquiéter, et aujourd'hui, s'il n'était pas président, je suis sûr qu'il sera en prison. Maintenant, c'est lui qui essaye d'aller inquiéter Biden et ses équipes. On l'a vu avec Bolsonaro au Brésil et Lula avant, voilà, c'était Lula qui était en prison, maintenant c'est Bolsonaro qui va y aller. Donc, c'est pas les hypothèses d'école, même en France, Le Pen, on va essayer de la foutre en prison. Si Marine Le Pen, elle devient présidente ou quelqu'un du Rassemblement national, très sincèrement, Macron, il n'est pas à l'abri que d'être traduit devant une cour de justice une fois que le pouvoir aura changé, parce que tout ça est quand même lié beaucoup à qui est au pouvoir à l'instant T. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, on peut très sincèrement lui reprocher d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux du pays, parce que dans tous les domaines fondamentaux, il a
il a porté atteinte aux intérêts fondamentaux du pays. Premier point, l'économie. Alors, l'économie, c'est le point fondamental dans un pays. Parce que quand votre économie va, tout va. On dit, quand le bâtiment va, tout va. Et effectivement, quand le bâtiment va, tout va, parce que ça se répand ensuite dans toute l'économie. Tous les sous-traitants, tous les métiers annexes en profitent. Eh bien, en politique, c'est pareil. Dans un pays, c'est pareil. Quand l'économie va, tout va. Parce que si votre économie va bien dans un pays, tout le reste suit. Vous allez pouvoir lever de l'impôt, pour en donner aux plus pauvres, pour faire en sorte que votre système de santé marche bien, faire des investissements, votre population va être contente, etc. Donc l'économie, ça marche avec le social. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les sciences économiques et sociales. Et souvent, on les apprend ensemble, parce que l'économie et le social, c'est intimement lié. Donc, quand votre économie va, tout va. Alors, l'économie de la France, sous l'ère Macron, parlons-en. On nous avait expliqué qu'on avait un Mozart de la finance. En réalité, on a eu un Mozart de la dette, et accompagné de Bruno Le Maire, qui est le Vivaldi de la décroissance. Donc, on a vraiment eu des gars qui ont ruiné le pays. Et moi, c'est vraiment là où je leur en veux le plus, c'est sur ce point, ils ont ruiné notre pays. Et c'est d'une gravité inouïe. C'est pour ça qu'ils doivent être traduits devant une cour de justice et qu'ils doivent être emprisonnés. Parce qu'ils ont ruiné notre pays. Ils ont ruiné notre pays. Ils ont fait plus de 1000 milliards de dettes. Alors, c'est tellement énorme, c'est un chiffre tellement gros que raisonnablement, on n'arrive pas à se rendre compte ce que c'est. La dette, on la remboursera jamais. Voilà, 1000 milliards de dettes en plus, qui vient s'ajouter à des milliards, à des milliers de milliards déjà existants, c'est absolument impossible d'aller rembourser des dettes pareilles. Donc le pays est très clairement en faillite, et ces gars-là, qui devaient être des Mozart de la finance, des Mozart de l'économie, ils ont ruiné notre pays. Ils ont ruiné notre pays. Aujourd'hui, on est ruiné. Alors quand on dit le pays est ruiné, concrètement, ça veut dire que toi aussi tu es ruiné. Parce que ton pognon, il vaut plus rien. Tes biens ne valent plus rien. Aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences, mais demain, on va les voir très clairement. C'est-à-dire que c'est peut-être des fonctionnaires qui vont être mis au chômage, des services publics qui vont complètement s'effondrer, des biens qui vont perdre toute leur valeur. Donc, ils ont mis notre pays en faillite. C'est d'une gravité colossale. C'est vraiment le plus grave de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait d'autres choses très graves, on va le voir après. Non, là, c'est vraiment le point fondamental. Curieusement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Ils l'ont pas fait exprès, hein. Enfin, si, ils ont fait exprès, mais ils n'ont pas fait exprès pour qu'il y ait une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le seul moyen, en réalité, la faillite de la France, d'arriver aux réformes nécessaires pour le pays. Aujourd'hui, si la France fait faillite, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ils se permettent de distribuer l'argent qu'ils n'ont pas par les fenêtres, de le donner aux étrangers, etc. Demain, si le pays fait faillite, ils ne vont plus pouvoir se permettre ce genre d'attitude. Donc, il y aura beaucoup moins d'argent qui va être donné aux étrangers, donc il y a beaucoup moins d'étrangers qui vont venir. Il y en a même très certainement beaucoup qui vont repartir parce que les gens ils viennent, les étrangers, pour les aides et être soignés en France. Et à partir du moment où il n'y a plus de pognon, on ne va plus les soigner et on ne va plus leur donner d'aide. Donc, c'est pas finalement une si mauvaise chose que ça. Et ensuite, au niveau des fonctionnaires, tu vas devoir aller tailler dans les effectifs. Donc tous les effectifs pléthoriques qu'on a, de fonctionnaires, de collectivités territoriales, de millefeuilles administratifs, de comités théodules, et j'en passe et des meilleurs, à un moment donné, tous ces trucs-là, on ne pourra plus du tout les financer, il n'y aura plus de pognon. Donc on va tailler et on va aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ça sera d'arrêter toutes ces conneries de fonctionnaires et de millefeuilles administratifs, et on va se focaliser sur des choses beaucoup plus essentielles. Bon, c'est un autre sujet. Donc on voit qu'au niveau économique, ils ont ruiné notre pays.
Deuxième point au niveau social. Et c'est le deuxième point le plus important, c'est là-dessus que je leur en veux également énormément à Macron et Le Maire, c'est qu'ils ont poursuivi, accentué, accéléré, amplifié le grand remplacement de la population française. On est aujourd'hui à un niveau de grand remplacement qui est colossal. Et à un niveau surtout où on se demande si, même aujourd'hui en prenant des mesures qui ne sont pas prises, mais même si aujourd'hui on prenait des mesures radicales, on n'est pas sûr que ça serait suffisant. On a fait rentrer tellement de personnes étrangères chez nous que notre population aujourd'hui est complètement remplacée. Et ça, c'est d'une gravité énorme parce qu'on nous a, sans rien nous demander, nous les Européens et les Français en particulier, on nous a remplacés par une autre population. C'est gravissime, c'est extrêmement grave. Imaginez que les Africains aient été remplacés par la population russe ou chinoise, imaginez que le Maghreb ait été remplacé par le Canada ou autre, ils crieraient au scandale, et à juste titre, on trouverait ça normal, et on dirait mais ils ont raison de se plaindre. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, et là aussi ça mérite d'être jugé pour atteinte aux intérêts fondamentaux du pays, parce que quand tu remplaces une population par une autre, ben, effectivement la population d'origine, elle peut légitimement demander des comptes à celui qui a été aux manettes de tout ça, qui a été à la manœuvre et qui a organisé le remplacement de la population par une autre population. Troisième point où ils ont été, où ils pourraient être attaqués, c'est au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux. Là aussi, ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, du pays, quand tu vois l'état dans lequel ils ont mis les hôpitaux. Alors, c'était pas parfait quand ils sont arrivés, c'est clair, hein, c'était pas extraordinaire il y a 10 ans, mais c'était quand même beaucoup moins pire que ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis allé aux urgences il y a quelques mois, j'ai fait un malaise, j'ai des problèmes de santé, je suis allé à l'hôpital, j'ai attendu 10 heures sur un brancard. J'aurais pu crever, et pendant ce temps-là, je voyais des populations étrangères passer avant moi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, c'est la vérité, il faut le dire, ils donnent priorité aux étrangers. Les migrants passent avant toi. C'est complètement incroyable. Parce que le migrant a plus de droits que toi. Pour les logements, il a plus de droits, et pour la santé, il a plus de droits. Ensuite, passe avant toi toutes les populations d'origine étrangère. Parce que quand tu es un gars qui bosse, tu n'as pas le temps d'aller chez le médecin tout le temps, tous les jours, en journée, etc. Tu es obligé de prendre des rendez-vous après le travail, quand tu peux, t'organiser, c'est pas évident. Et tu n'as plus de rendez-vous parce que tu as toute la population du monde entier qui vient se faire soigner en France. Donc il n'y a plus de rendez-vous pour les gens, les Français de souche, ils ne peuvent plus, ceux qui bossent, et il n'y a plus de créneau. Donc, effectivement, quand le médecin il doit soigner toute la terre entière et tous les étrangers, il n'y a plus de possibilité pour le Français de se faire soigner. Donc, ça c'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Et donc là aussi, tu portes atteinte aux intérêts fondamentaux du pays. L'autre point sur lequel on pourrait les juger pour haute trahison, c'est en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Effectivement, l'inflation au niveau alimentaire, elle a augmenté peut-être d'une vingtaine de pourcents, peut-être même 30%, peut-être même 40%. Alors on dit l'inflation, elle a augmenté 3 ou 4% par an. Alors déjà, c'est énorme. Mais c'est complètement faux, parce que quand on prend l'inflation, on prend tous les produits qui servent à rien. Mais les produits du quotidien, et principalement l'alimentation, n'importe qui va faire ses courses dans le supermarché, on voit bien que les produits ont quasiment doublé. Enfin, on est quasiment vendu 100%. Donc, les gens ne peuvent plus se nourrir normalement, même ne peuvent plus se nourrir tout court. Les gens font très attention avec la nourriture. Donc là aussi, de par son action,
de par leur folie, ils ont porté atteinte à la souveraineté alimentaire du pays, car les gens ne peuvent plus se nourrir en raison de cette inflation gigantesque. Donc là aussi, à mon sens, il pourrait être mis en cause sur ce plan-là. Dernier point fondamental sur lequel il pourrait être mis en cause, c'est par rapport à l'armée. Là aussi, il est arrivé en début de mandat en nous expliquant que l'armée, ça ne servait à rien. On a le général de Villiers qui a alerté les Français en disant il y a un gros problème, si demain il y a une guerre, on n'est absolument pas en mesure de faire face à quoi que ce soit. Et il a été évincé et écarté. Quelques temps après, la Russie est allée en Ukraine, et là, il a complètement changé d'avis, et il nous a embarqués dans un conflit qui n'est pas le nôtre, avec une volonté de toute puissance, c'est ce que je disais en début de vidéo, parce que monsieur veut faire que ce qu'il a envie, sans demander l'accord des Français ni l'avis des Français, et il nous a embarqués dans un truc qui nous met dans une merde pas possible, aussi bien au niveau international, au niveau de la diplomatie internationale, qu'au niveau de notre sécurité, et qui entraîne notre économie dans le chaos. Donc là aussi, on peut aller légitimement lui demander pourquoi il a pris en début de mandat, avec autant de légèreté, la question de l'armée et qu'il n'a pas mis suffisamment de moyens pour maintenir une armée digne de ce nom. Et ensuite, pourquoi il nous a embarqués dans un conflit qui n'est pas le nôtre et qui nous met gravement en danger. Donc il y a au moins 5 raisons pour lesquelles Emmanuel Macron peut légitimement, et Bruno Le Maire également, être inquiété et traduit devant une cour de justice. Alors si c'était le cas, quelles sanctions est-ce qu'il mériterait? Alors certains évoquent la peine capitale, donc la peine de mort. Ça n'est pas ma position. Moi, je pense qu'il doit, si on me demande quel est mon avis sur le sujet, mon avis est qu'il doit prendre une peine de prison. Alors après, c'est pas à moi d'aller en donner la durée. Je pense raisonnablement une peine de peut-être 10, 15, 20 ans, entre 10 et 20 ans, me semblerait être une peine raisonnable. Mais la peine capitale, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour, pourquoi? Parce que pour moi, la peine de mort doit être réservée à des personnes qui ont atteint directement, de manière directe, à la vie des gens. Et dont on est sûr, avec une certitude de 100% scientifique, que c'est eux. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, on ne doit pas mettre de la peine de mort. Alors Emmanuel Macron, de manière indirecte, on pourrait le soutenir, et on aurait parfaitement raison, il a porté certainement atteinte à la vie de certaines personnes, parce que tu as des gens, en raison du chaos économique qu'il a entraîné dans le pays, il y a des gens qui se sont peut-être suicidés à cause de problèmes économiques. Tu as des gens qui ont certainement eu tellement de malheur à cause du chaos dans lequel il a entraîné le pays, qui se sont suicidés. Tu as des gens qui ont eu des dépressions, tu as des gens qui ont peut-être eu des cancers en raison du stress, etc. Donc, de manière indirecte, c'est même quasiment certain, il a entraîné des décès, mais pas de manière directe. Pour moi, la peine de mort doit être réservée à des gens qui, directement, sont impliqués dans la mort d'autrui. Alors, troisième question, est-ce que Emmanuel Macron peut-il être un agent étranger? Alors, la question, là aussi, comme les deux premières questions, en apparence, ça peut être une question qui peut sembler un peu bizarre, un peu farfelue, et comme beaucoup de complotistes, au début, de gens qu'on qualifie de complotistes, au début, on dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» etc. Et puis, plus le temps avance, plus les faits arrivent, plus on se rend compte que la question, elle est peut-être pas si farfelue que ça,
et qui a en tout cas beaucoup d'éléments et d'arguments qui militent en faveur de cette thèse. Alors j'y viens. Il y a pour moi 3 éléments. Je ne dis pas que c'est un agent étranger avec certitude, je dis que c'est hautement probable. En tout cas, on va voir les 3 éléments après qui permettent de dire ça, mais en tout cas, quand tu vois l'état dans lequel il a mis le pays, il y a 2 solutions. C'est soit c'est un gars qui est un génie pour faire mal les choses, un génie pour détruire le pays, soit c'est un agent étranger. Est-ce que, sans le faire... La question, en fait, c'est est-ce que, sans le faire exprès, sans avoir une volonté de nuisance envers ton pays, est-ce que tu peux nuire à ce point-là à ton pays? Est-ce que tu peux nuire autant à ton pays sans l'avoir fait exprès? Très sincèrement, la question, elle se pose. Est-ce qu'on ne peut pas faire pire, quoi? Sur tous les plans, sur tous les niveaux, il a tout anéanti. Donc, il y a un moment donné, la question se pose de savoir s'il l'a pas fait exprès. Et s'il l'a fait exprès, est-ce que ça n'est pas un agent étranger? Alors, c'est pas des hypothèses farfelues. Il y a un film, un excellent film qui parle de ça. C'est un film, et qui n'est pas un film d'un farfelu et qui n'est pas un petit film. C'est un de mes films préférés, un de mes 50 films préférés. C'est un film de Roman Polanski, qui est un excellent cinéaste. C'est un film qui a été fait à peu près dans les années 2010 avec un super acteur, Ewan McGregor. C'est The Ghostwriter. The Ghostwriter, c'est un super film qui raconte l'histoire d'un gars qui doit faire, donc Ewan McGregor, qui doit faire la biographie du Premier ministre anglais, interprété par Pierce Brosnan, qui dans le film est, même si c'est pas dit expressément, mais dans le film, Pierce Brosnan joue le rôle du Premier ministre anglais apparenté à Tony Blair. Donc, on a le Premier ministre Tony Blair et Ewan McGregor fait une biographie de Tony Blair. Et donc, il est au quotidien avec lui, il est avec lui pour faire la biographie, il le côtoie, etc. Et au cours de la rédaction de la biographie, et au cours des rencontres qu'il a avec lui, il enquête sur lui en parallèle. Et il se rend compte de choses assez spéciales, il y a eu des morts, etc. Et de fil en aiguille, il va découvrir Ewan McGregor, le biographe de Pierce Brosnan dans le film, qui est sous-entendu être Tony Blair. Il se rend compte que Tony Blair est un agent de la CIA. La thèse du film, c'est que Tony Blair aurait été un agent mis à la tête de l'État, un agent de la CIA qui donc aurait été mis à la tête de l'État anglais, le Premier ministre anglais. Donc, voilà, on n'est pas chez les farfelus, c'est pas une petite vidéo de YouTube là, c'est un film avec un budget de plusieurs centaines de millions de dollars, fait par un des plus grands cinéastes de son temps, Roman Polanski. Voilà. Donc, c'est pas des hypothèses complètement aberrantes. Alors, je dis pas qu'il serait un agent étranger mis forcément par un autre pays, mais ça peut être un agent étranger, un agent mis par les forces étrangères, et en l'occurrence des forces internationales, et en clair mis là par l'État profond. Voilà. L'État profond, c'est pas des gens qui se relient dans un petit bureau une fois par an et qui disent on va diriger le monde en tirant. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est des groupes d'influence, des groupes de pression et qui peuvent placer des gens. Voilà. Et Macron a peut-être été placé par l'État profond, l'État mondialiste, pour nuire à la France, ou en tout cas essayer d'anéantir la France pour la fondre dans un État européen et un État mondialiste. Voilà. C'est en ça qu'il a pu être placé par des forces mondialistes et des forces d'État profond à la tête de la France. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait plausible. C'est d'autant plus plausible que Macron, c'est un gars qui a déboulé. Tu peux pas m'expliquer qu'un gars arrive en 2014, personne ne le connaissait, il est nommé ministre en 2014, et que 3 ans après, il devienne président à moins de 40 ans. Voilà. S'il n'y a pas des gens qui derrière ont poussé très fortement, l'ont très fortement aidé, et des gens extrêmement puissants, avec des réseaux extrêmement puissants, et des relais extrêmement forts. C'est impossible, c'est absolument impossible.
Donc il y a certainement des gens derrière qui avaient intérêt à ce que Macron arrive. Et c'est clair que l'État profond a peut-être placé Macron, l'État profond mondial. Hein, l'État profond, c'est aujourd'hui, si vous voulez, vous avez, pas l'objet de la vidéo, je vais aller assez vite sur le sujet, mais aujourd'hui, en clair, vous avez la position de Trump, et c'est pour ça que Trump est extrêmement apprécié dans beaucoup de pays et par énormément de populations, très au-delà des seuls États-Unis, parce qu'il représente la défense des nations. Donc aujourd'hui, c'est là les nations contre l'État profond qui cherche à tout mondialiser et à anéantir les peuples et à anéantir les frontières. Et Macron est un des plus grands représentants, et un des plus hauts représentants et des plus fameux représentants de l'État profond. Donc il a probablement été placé par l'État profond pour mener la politique qu'ils ont envie que l'Europe mène, parce que la France, c'est important dans l'Europe. Donc, on n'est pas à l'abri que Macron soit, de manière, on va dire, indirecte, un agent étranger. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. En tout cas, moi, je crois assez peu que le mec soit arrivé comme ça, tout seul, qu'il ait déboulé et qu'en 3 ans, il puisse être président de la République. C'est pas possible. De toute façon, ça n'est pas possible. Dernier point. Est-ce qu'il peut être assassiné? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être assassiné? Alors, là aussi, la question peut paraître un peu farfelue ou choquante, mais elle ne l'est pas tant que ça. Alors, qu'on soit clair, moi je n'ai pas envie qu'Emmanuel Macron soit assassiné. Hein. Et en plus, je ne le dis pas uniquement dans un souci de sécurité ou autre. Moi, je ne suis pas pour la mort des gens. Et je respecte la fonction présidentielle, hein, réellement je la respecte, et je n'ai absolument aucune envie que ça arrive. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui peut, en probabilité, arriver. Alors, ça peut arriver parce que c'est déjà arrivé. Dans beaucoup de pays, tu as eu des présidents qui ont été inquiétés. Rien qu'aux États-Unis, il y a un nombre de présidents aux États-Unis qui a été tué très important. Les plus célèbres d'entre eux, c'est évidemment Lincoln et plus récemment Kennedy. Tu as eu des tentatives d'assassinat sur Reagan et plus récemment sur Trump. Trump, ça s'est passé à quelques millimètres qu'il soit assassiné. Alors, il n'était pas encore président, mais voilà, c'était tout comme il avait été président au moment où il a subi une tentative d'assassinat. Donc, des présidents qui subissent des tentatives d'assassinat, il y en a plein. Si on prend l'exemple de la France, on a eu des rois qui ont été assassinés. Louis XVI, en 1793, est passé à la guillotine, ainsi que son épouse Marie-Antoinette. Donc c'est arrivé en France. Tu as au niveau mondial des dictateurs qui ont été assassinés. Alors, je ne dis pas que Macron est un dictateur, même si sur certains points, on pourrait considérer qu'il peut s'en rapprocher, mais tu as des gens comme Saddam Hussein qui a été tué par sa population, Kadhafi également, Ceausescu également. Ceausescu et son épouse, comme Louis XVI et son épouse. Je dis ça parce que Brigitte également pourrait être inquiétée. Brigitte pourrait être inquiétée parce qu'elle est très fortement associée à Emmanuel Macron. Et les hommes d'État qui ont été assassinés avec leur épouse, ce qui est le cas de Louis XVI, ce qui est le cas de Ceausescu, c'est les hommes d'État qui étaient associés avec leur épouse, Leur épouse était toujours associée à eux parce qu'ils étaient mis en avant, parce les épouses étaient célèbres, connues. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un Vladimir Poutine. Poutine, on ne connaît pas sa femme, on ne sait même pas s'il est marié, on ne sait même pas s'il a une compagne. Voilà. Donc s'il devait arriver quelque chose à Poutine, je pense qu'il n'arriverait rien à sa femme. Par contre, Emmanuel Macron, Brigitte peut être inquiétée également.
Alors, il peut être inquiété par un détraqué mental, hein, parce que pour aller s'en prendre à la vie de quelqu'un comme ça, il faut être un détraqué mental, vraiment un détraqué mental. Mais des détraqués mentaux, il y en a. Et Macron a généré un tel niveau de haine, il focalise sur lui une telle détestation, une telle haine, que tu as des gens, je pense, qui sont complètement fous et qui, eux, ont envie que ça arrive. Quoi. Et qui, à force de ruminer ça et tout, pourraient avoir des idées de le faire. Quoi. C'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé dans notre propre histoire. Pourquoi ça n'arriverait pas de nouveau quoi. Je ne le souhaite pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça peut arriver. Alors ça peut d'autant plus arriver qu'à l'heure actuelle, il est président. Donc à l'heure actuelle, il est président et bénéficie d'une très forte protection, mais une fois qu'il sera plus président, en 2027, il sera plus président, sa protection présidentielle ultra renforcée, elle va disparaître. Alors il y aura toujours une protection, mais plus le temps va passer, plus cette protection va diminuer. En revanche, la haine envers lui, je pense qu'elle ne va pas diminuer. C'est quelqu'un qui a tellement cristallisé de haine, tellement méprisé les gens, tellement détesté le peuple, que ça va rester. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait un fou furieux, un détraqué mental, qui un jour, une fois que la protection de Macron sera moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, d'autant plus que la protection sera moins forte s'il arrive au pouvoir des gens qui le détestent. Parce que lui, il a essayé de manière indirecte de nuire au plus profond qu'il le peut à certaines personnes. Si ces personnes arrivent au pouvoir, peut-être qu'elles vont aussi vouloir se venger. Et en voulant se venger, diminuer les protections qu'elles peuvent lui accorder ou mettre en place. Donc voilà, c'est pas non plus des hypothèses complètement farfelues. Des détraqués mentaux, il y en a. La haine, il l'a vraiment exacerbée au plus haut point. Et sa protection peut diminuer avec le temps. Voilà ce que je voulais dire sur Emmanuel Macron. Alors moi, je suis un petit peu déçu avec lui parce que très sincèrement, quand il a été élu, je nourrissais plutôt des espoirs. C'est quelqu'un qui a ses qualités. Il ne faut pas les nier. Hein. Il faut être objectif. Moi, je suis objectif à 100% avec tout le monde et à 100% avec Macron. Macron a ses qualités. C'est quelqu'un qui présente bien. Il faut lui reconnaître ce point-là. C'est quelqu'un... alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est intelligent, mais en tout cas, qui donne le sentiment de l'être. C'est quelqu'un qui en représentation s'exprime bien. C'est quelqu'un qui a du dynamisme. C'est quelqu'un qui a un bon niveau en sport. Et moi, j'aime beaucoup le sport. Il joue bien au tennis, il joue bien au foot. Je l'ai vu jouer au tennis, je l'ai vu jouer au foot. Très sincèrement, il a un bon niveau. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Maintenant, c'est dommage, il les a mis au service d'une idéologie mondialiste, peut-être portée par un État profond. Et il a détruit notre pays. Donc, moi, il a des qualités, mais il a tellement nui à notre pays qu'on est obligé de lui en vouloir au final. Aujourd'hui, il met notre pays dans une situation politique complètement aberrante, une situation complètement inextricable. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. On ne sait pas où tout ça va s'arrêter. Alors c'est vrai que quand il a pris le pays, on n'était pas dans une situation exceptionnelle, mais là, vraiment, on est arrivé aujourd'hui à un point qui est fou, quoi. Et on se demande si, je reviens au début de la vidéo, si les gars ne sont pas fous. On se demande, voilà, pour aller, quand tu es président de la République, les mecs, ils voient bien qu'un mec comme Bruno Le Maire est détesté de tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu nommes Bruno Le Maire ministre. Mais comment tu peux faire ça? Alors, il y a trois hypothèses. Hein. C'est soit le mec est fou, tu peux te poser la question,
soit il se rend plus compte de rien, est complètement inconscient, et proche de la folie, soit il veut nuire au pays, voilà. Mais il y a un moment donné, soit il fait exprès pour son propre but, son propre destin, et il se dit je vais mettre encore un peu plus de chaos en faisant des calculs qui là on ne comprend plus, quoi, on peut plus suivre. Il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Il a peut-être ses raisons à lui, peut-être qu'il fait exprès de faire ça, dans son propre intérêt, avec un calcul de perversité, comme il en a certainement le secret, mais là, là on ne suit plus, quoi. C'est d'un tel niveau qu'on ne peut plus suivre. Moi, je garde espoir parce que, en logique, la France devrait faire faillite. Et moi, aujourd'hui, le seul moyen qu'on s'en sort, c'est, je l'ai dit dans cette vidéo, c'est que la France fasse faillite. Si la France fait faillite, on sera obligé d'en revenir aux fondamentaux, et tous les abus qu'il y a aujourd'hui, le pognon qu'on distribue partout, les étrangers qu'on fait venir par millions j'ai rien contre eux à titre individuel, parce que quand on dit ça, on dit ouais, c'est un salopard. Non, je suis pas un salopard. Ouais. Eux, ils ont raison de venir. Moi, je serais à leur place, je ferais pareil. Donc, c'est pas à eux que j'en veux. C'est à nos hommes politiques qui font rien pour maîtriser nos frontières. C'est à nos hommes politiques qui les encouragent à venir. C'est à eux que j'en veux. C'est pas aux étrangers. Hein. Moi, eux, je les comprends. S'ils sont dans un pays où c'est encore pire que chez nous, mais je comprends qu'ils viennent. Si on leur dit venez, il n'y a aucun souci, on va tout vous donner. Mais c'est logique qu'ils viennent. On ne peut pas leur en vouloir à eux. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de remaîtriser nos frontières, de se recentrer sur le peuple initial, les Français de souche. C'est logique, c'est normal. C'est ce que fait Trump aux États-Unis. Et c'est d'arrêter de mettre toujours du pognon à tout le monde, qu'il y ait moins de fonctionnaires. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais on ne le fait pas. Et le seul moyen de le faire, c'est d'être obligé de le faire. Et si on fait faillite, on n'aura plus le choix. On sera obligé de le faire parce qu'on ne pourra plus faire autrement. Donc au final, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, faire faillite, tout remettre à zéro et repartir sur de bonnes bases. Quand une entreprise fait faillite, c'est ça qui se passe. Hein. Elle est liquidée, elle est vendue à une autre et ça repart. Et il y a de très bonnes entreprises des fois qui repartent après avoir fait faillite. Parce que on n'a plus licencier le personnel qu'il fallait, malheureusement des fois il faut. On a pu faire des économies là où il fallait. On s'est recentré sur l'essentiel et les choses repartent. Et un pays c'est pareil, il peut repartir si on se focalise sur l'essentiel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.